Eh ben, bonsoir, merci d'être là pour accueillir ce soir Thomas Venin. Thomas Venin. Vénin. Oh, pardon, Venin. Oh là là, Venin, mais il n'y a pas. On l'a refait. Thomas Venin qui vient pour son nouveau livre, parce que tu en as écrit plusieurs chez nous. Son nouveau livre, Passe ton bivouac d'abord, mais d'abord, tu en as écrit combien en fait chez nous? C'est le combienième, je n'ai même pas compté. La dent du piment, Les hallucinés, Le papillon de la chenal, et plus celui sur le CAF, l'année dernière. Ouais, 150 ans du CAF, ouais, 150 ça en fait pas mal, donc c'est ouais, qui a un peu inspiré celui-là d'ailleurs. Ouais. Et puis je crois que c'est tout. Et le sommet des dieux. Et le sommet des dieux, voilà, mais autour du sommet des dieux. C'est autour pas toi du sommet des dieux. Le sommet des dieux quand même. Donc un making-of autour du film ouais. Sommet des dieux. Ouais, ça en fait pas mal quand même. Hein. Ouais. Et en fait, présente-toi, toi, tu, par rapport à la montagne, tu es un grand alpiniste? Ouais, très grand. Très grand. Non, moi je vis à Bordeaux, donc je fais très peu de montagne. Je ne pas du tout, un peu à la salle. Mais, faut que je parle plus fort, ouais. On vous avait prévenu, hein, ouais. Avancez. Donc non, pas du tout alpiniste, j'ai le vertige. J'aime pas la prise de risque, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je suis pas du tout d'une famille de montagnards. Et je suis arrivé là, un peu par hasard, par les livres en fait. En lisant, je me suis mis à lire des livres de montagne un peu par hasard. J'ai lu le premier livre, c'était sur la première ascension de l'Everest. C'est il y a 10-15 ans. Et puis ça m'a fasciné, je me suis mis à en lire plein. Et voilà. Petit à petit, j'ai commencé avec un blog. Et après, j'ai travaillé pour Montagne Magazine depuis 2019, je crois. J'y suis toujours d'ailleurs. Comme journaliste. Comme journaliste, ouais. Et puis, du coup, en même temps, quelques livres chez Guérin. Mais tu es incollable sur l'histoire de la montagne. Incollable, je sais pas, mais c'est devenu mon truc, l'histoire de l'alpinisme. Donc j'essaie de varier un peu les plaisirs en trouvant des sujets un peu originaux. C'est pas facile. Voilà. Et là, dans Passe ton bivouac d'abord, en fait, c'est la première fois que tu te mets en scène. Ouais, oui, celui-là, il est beaucoup plus personnel, ouais. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et tu n'es pas tout seul d'ailleurs, il y a ta fille aussi. Voilà, qui est là-bas, la petite. La petite dernière. Et oui, c'est le récit d'une randonnée dans les Pyrénées, du coup, puisqu'on est, on est à Bordeaux. L'idée, c'était En fait, moi, j'aime bien amener les filles en montagne, en dehors des créneaux des vacances scolaires, en fait. Parce que je trouve que les enfants, ils n'ont pas le droit de voir les endroits sympas quand il n'y a personne, quoi, en dehors des vacances. Les endroits au week-end et aux vacances, donc il y a toujours du monde, c'est toujours un peu différent que quand nous on y va quand il n'y a personne, quoi. Donc j'ai pris un peu l'habitude, on est allé 2-3 fois des lundis en semaine. Je les ai emmenés à tour de rôle. Et puis j'en ai parlé un peu avec les copains, et puis ça a fait un peu émulation, et puis on a décidé d'y aller. On est parti à 3 papas, là, avec nos 3 petites. Allez, on va bivouaquer un lundi, c'était au mois de juin l'année dernière. Et puis voilà, ça m'a inspiré ce livre, parce que j'avais des choses à dire sur l'école. Tu as beaucoup de choses à dire. Ouais. On sent que tu règles tes comptes. Ah ouais. L'école de la République, cette délinquante, m'a volé mon enfance. Elle s'en prend aujourd'hui à celle de mes filles, à qui, en bon soldat d'une institution qui supporte mal la remise en question tant elle est inscrite dans nos gènes, je fais docilement réviser l'histoire des Mérovingiens, la division à virgule ou le cycle de l'eau. Elles ingurgitent, recrachent, puis s'empressent d'oublier, comme j'ai oublié avant elles. Aucun risque de passion à l'horizon. Nous ne sommes pas là pour ça. Le savoir est ici moins important que la note qui en découle. Puis, quand vient l'heure bénie des vacances, nous courons nous agglutiner en même temps que tout le monde, au même endroit que tout le monde, pour prendre la même photo que tout le monde. Mais d'un coup de stabilo dans le mois de juin, j'étais entrée en résistance. C'était réglé. Le 17, nous, les papas, irions à la montagne avec les filles pour apprendre ce genre de choses qui ne s'oublient pas. Le 17, oui, un lundi, point levé, face aux mamans, nous disions « merde à l'école ». Nous allons ressusciter les caravanes scolaires, dis-je. On va dormir au bord d'un lac, hurla mon camarade révolutionnaire qui aime beaucoup les lacs. Vous n'oublierez pas d'écrire le mot pour les maîtresses, répondirent les mamans qui n'aimaient pas beaucoup ça. Une kermesse, 2 spectacles de danse, une chorale, 3 anniversaires et 2 soirées pyjama avaient tenté jusqu'au bout de faire capoter notre belle affaire, que menaçait aussi une météo incertaine. Mais les mots pour les maîtresses étaient écrits et les sacs étaient prêts, nous partions.
pas facile de se... Mais c'est pas facile de réussir à trouver un créneau. Déjà le mois de juin, c'est débile, comme je le dis, il y a les kermesses dans tous les sens, les anniversaires, des galas de danse. Il faut trouver le créneau, il faut que les mamans soient d'accord. Il faut que les enfants soient d'accord, ils n'étaient pas forcément non plus... Enfin, celle-ci là-bas, oui, mais les autres... l'idée de marcher, c'est pas toujours... l'idée d'aller marcher en montagne... C'est pas toujours très stimulant. On sait pas trop, quand on connaît pas, on sait pas trop. Donc on a un peu forcé le truc, et puis on est parti, quoi. Mais la montagne, c'est joint de chez toi, quand même, parce que tu habites Bordeaux. Ouais, il faut s'organiser, il y a 3h30 pour être au départ des randos. Pour être dans les Pyrénées. Ouais, Bordeaux-Cotterêts. Pour voir un peu de... Ouais, donc ouais, c'est un peu l'expédition, quand on n'est pas habitué. Mais bon, on a réussi à partir. Voilà. L'idée d'emmener les enfants en montagne pour s'ouvrir l'esprit et à l'occasion le crâne est vieille comme l'école. D'après les livres d'histoire, elle remonte quelque part autour de l'année 1830, lorsqu'au fond du pensionnat genevois qu'il dirigeait alors avec sa femme, Rodolphe Töpffer eut une soudaine prise de conscience. « Kitty, ma chère, nos gamins s'emmerdent. Ils sentent même le moisi que leur livre. J'ai dans l'idée que le grand air leur ferait le plus grand bien, lui annonça-t-il à peu près. Fort de ce constat, à la belle saison, Töpffer équipe ses élèves de solides havresacs, leur secoue un peu les puces et les emmène depuis Genève voir du pays, de préférence montagneux. Au long de ses excursions pittoresques à travers les Alpes, il note et croque tout ce qui marque son esprit, puis profite de l'hiver pour raconter tout ça à l'Académie de Genève, où il tient la chaire de rhétorique et des belles lettres. Car Töpffer n'est pas n'importe qui. Écrivain reconnu et talentueux, dessinateur, ses nombreux albums illustrés lui valent aujourd'hui d'être considéré comme, excusez du peu, le père de la bande dessinée. Encouragé par son ami Goethe, qu'il fréquente dans les cénacles littéraires, il finit par publier les récits de ses aventures scolaires sous le nom de « Voyage en zigzag ». Ouais, Töpffer, j'ai un peu la même idée que lui en fait. Ouais. Effectivement, l'école, bon... Enfin, je pense plus radical que lui même sur l'école, mais moi j'ai vraiment dans l'idée qu'on s'y ennuie beaucoup, plus qu'on y apprend. En tout cas, moi c'est ce que j'ai vécu à l'école. Je sais pas si... On en reparlera après peut-être, mais... Je crois qu'il y a pas mal de profs là en face de toi. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des profs dans la salle? Oui, il y en a. Ah ouais, d'accord. Ouais. Eh ben c'est bien. Je vais aller le plus souvent possible en cas de neige. Ah, bien. Oui, moi j'ai vraiment beaucoup souffert à l'école, quand je me suis ennuyé. En primaire encore ça a été, mais c'est après au collège où j'ai vécu vraiment des moments difficiles et j'ai décroché rapidement, j'ai connu des longues heures d'ennui. Puis quand j'ai fini avec tout ça, je crois que j'ai mis un peu de côté, un petit mouchoir dessus. Et puis après d'avoir eu des filles qui sont rentrées à l'école, tout ça, ça m'a dû ranimer un peu des trucs. Devoir faire les devoirs, me remettre à tout ça, même si bon, c'est pas pareil, mais je pense que ça a rallumé un peu des trucs chez moi. Et puis j'ai aussi une prof à la maison qui faisait anglais au collège, donc voilà, j'avais un peu les trois points de vue là-dessus sur l'école. C'était cerné par l'école tout d'un coup, quoi. Ouais, cerné par l'école. Et puis j'ai fait ce bouquin sur le CAF l'année dernière, donc sur les 150 ans du CAF. Et c'est là effectivement que j'ai découvert les caravanes scolaires qui ont été inspirées par Töpffer. En fait, donc Töpffer, c'est dans les années 1830, donc il était directeur d'un pensionnat à Genève. Et donc il avait cette idée que l'école c'était bien, mais que pour former un peu les âmes et les corps, il fallait peut-être faire un peu autre chose, quoi. C'est pour ça qu'il avait décidé d'emmener les enfants en montagne. Et en fait, les membres fondateurs du CAF, donc 50 ans plus tard, avaient lu les récits de Töpffer et s'en sont inspirés pour créer les caravanes scolaires. En fait, c'était l'idée pareil, d'amener les enfants en montagne. Alors il faut peut-être remettre un peu de contexte parce que c'était donc juste après la guerre contre la Prusse. Il y a une mouche. Oui, bon. Donc 1870, le CAF est créé en 1875 et donc il y a cette idée un peu qu'il faut former la jeunesse, qu'il faut former une nouvelle jeunesse. Il y a une idée vraiment la dégénérescence de la jeunesse. Il y a un élan patriotique derrière tout ça. Il faut vraiment former la future élite de la France. Et donc le CAF a des idées fortes là-dessus. Ils se disent, faut vraiment les forger, on va les emmener en montagne pour faire des... Mais c'était l'élite quand même, hein. C'était pas... Voilà, alors, par contre, effectivement, c'était pas pour tout le monde, hein. C'était pas les classes vertes qu'on connaît aujourd'hui, c'était vraiment pour les collégiens et lycéens qui, à l'époque, c'était l'élite, quoi. Les élèves de Jules Ferry, ils avaient le droit d'aller à l'école, mais après ça s'arrêtait là, quoi. Il n'y avait pas le collège. Donc c'était vraiment pour former l'élite, la future élite de la nation, quoi. C'était Qui vraiment étaient les futurs soldats, entre guillemets, non? C'est pas ça aussi? Les soldats, non. Ils sont un peu plus forts, quoi. Ouais, les futurs officiers plutôt. Ouais, officiers, oui. Officiers.
Donc voilà, bon, nous, c'était pas vraiment dans cet esprit-là qu'on est parti. Non, mais bon. Mais bon, en tout cas, c'est ça qui m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, il y a un contexte historique qui fait qu'il y aurait peut-être un livre à faire. Là. Ça a justifié, quoi. Ouais. Bah alors, on va planter le décor. Le lac de Caube. Caube. On dit Caube. Caube. Hein, Caube. Gaube. Avec un G. Ouais. Avec un G. Ouais. Le lac de Gaube. C'est là, sur les hauteurs de Cauterets, à 1743 mètres d'altitude, pendant que leurs camarades de classe s'en iraient s'asseoir tristement devant le tableau noir, que notre petite équipe de pirates allait vivre l'expérience interdite. La foule entassée au pont d'Espagne sur le parking du supermarché de la Rando indiquait que nous étions encore dans la légalité. Mais le week-end vivait son crépuscule. Bientôt, les touristes allaient regagner la vallée et ne resteraient que les vrais. Il y a encore plus de monde depuis que c'est payant, marmonna Vincent en toisant le bitume. Ça les rassure. Moi qui luttais pour faire tenir un duvet sur le dessus de mon sac, c'était sa maîtrise du pactage qui me rassurait. J'ai toujours été nulle en nœuds. J'aurais jamais pu être alpiniste. Faire des nœuds, c'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. Le contenu du coffre solidement harnaché sur le dos, binous ou roulé dans les tapis de sol, nous pouvions prendre de l'altitude. Je vais peut-être faire un petit... lire tes descriptifs de tes personnages, parce que c'est important quand même. Ouais. Qui est inspiré de... Je ne sais pas où tu commences, mais qui est inspiré de Topfer. En fait. Topfer était très fort pour les... Je ne sais pas si vous avez lu son livre peut-être, Voyageur zigzag, ça s'appelle. Et il était très, très bon pour les descriptions de ses élèves. Il avait une touche qui est assez... Un peu caricaturale. Ouais. Qui est bien sympa. Je m'en suis inspiré. Margot, notre meurée à nous, Benjamine de l'expédition, mais pas la moins expérimentée, détient du haut de ses 8 ans une multitude d'anecdotes sur ses aventures en montagne, dont celle, préférée de tous, de cet adulte débutant qui lui a un jour entaillé la peau du tibia d'un coup de ski malhabile sur une piste noire. La mime vive et le jarret excellent, elle fait déjà le bonheur de Benajac olympique, où, ovale sous le bras, elle fend les lignes d'avant en rafutant au tout va. Charlotte, marcheuse débutante, méfiante à la première pente, transformée en sauterelle dès la deuxième, redoutable compétitrice, elle ne délaisse l'avant-garde que le temps d'une poignée de chips. Sa voix stridente, capable de foudroyer un aigle en plein vol, rend caduque l'encombrement d'un sifflet de survie. La plus habile est de loin à la pêche au verron. Colline, tel le Percy de Topfer, se promène sur 2 petites quilles, allant toujours. Elle aime courir, grimper aux arbres et peut-être sa plus grande qualité, sauter dans un short dès qu'elle entend le mot aventure. Capable de colère noire, elle peut parfois mordre l'adversaire jusqu'au sang. Sera utile en cas d'attaque d'ours. Vincent, père de Margot, déjà décrit plus haut mais mérite un compliment, la chaussure usée, le regard solide, l'allure colossale, l'accent du pays, tout chez lui respire le montagnard. Il est de ceux qui savent lire les courbes de niveau et préfèrent les bâtons de marche en branches d'arbres plutôt qu'en carbone. Difficile à apprivoiser, l'animal alterne silence mystérieux et rire à briser des séracs. Willy, le père de Charlotte, une carcasse monumentale soutenue par 2 piliers de cathédrale, tournure titan comme Rodolphe Bolesco, trop lourd pour notre affaire. Il déverse des torrents de sueur dans la pente, mais sait souffrir avec dignité. Taquin à souhait, il s'expose parfois à quelques coups de bâton sur le nez. Son plus grand rêve, posséder son propre lac pour y pêcher comme un sourd et faire la sieste dans sa barque. Mézig, père de Colline, les chiens ne font pas des chats, également équipé de 2 petites quilles, allant toujours. Environ un demi-Willy, question carrure, solide dans l'effort, mais se désintègre dans le froid, content d'être là. Belle équipe, 3 papas, 3 filles. Équipe, ouais. Qu'avec quel âge les 3 filles? Eh ben, Margot, 8 ans, et les 2 autres, 10 ans, à l'époque. Ah, c'est ça, ouais. 10 ans, voilà. Et les papas, à peu près mon âge. De solides gaillards. Donc vous voilà partis dans les Pyrénées. Ouais, donc au lac de... Alors c'était quoi cette expé? Alors l'idée c'était d'aller camper au lac de Gobe, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu les Pyrénées. Donc non. Au-dessus de Cauterets, donc c'est un haut lieu touristique, un immense parking au pont d'Espagne. C'est votre lac blanc à vous? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et donc évidemment, c'est pris d'assaut le dimanche en juillet, en août, c'est un enfer. Ouais. Et là, quand on est arrivé, il y avait vraiment beaucoup de monde, on était le 16 juin, je crois, le 15 juin. Il y avait beaucoup de monde le dimanche soir, et puis tout à coup, tout le monde est parti, on s'est retrouvés au bord du lac, il n'y avait plus que nous, avec nos tentes. Et c'était génial, quoi. Et puis le lendemain, on devait aller, on avait l'idée d'aller randonner jusqu'au pied du Vignemale, le sommet des Pyrénées françaises. Donc il y a une vue magnifique sur la face nord du Vignemale, qui est une des grandes parois des Pyrénées. Qui culmine à combien? 3300 et quelques, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais, il y a notamment une face nord qui est mythique dans les Pyrénées, qu'aucun alpin
méconnu, complètement oublié. Non, quand même, Les alpinistes qui connaissent. je plaisante, ouais, bien sûr. Je sais que Charles Duboulot, il va souvent, par exemple. Il aime bien le coin. Voilà. Et c'est vraiment. Et là, la vue depuis il y a un refuge, et la vue depuis le refuge, c'est quelque chose, quoi. Et il y a un glacier qui est, comme ici, en train de disparaître. Donc voilà, c'était l'idée de la rando, quoi. Rien de fou. Non, mais en même temps, toi, à chaque fois, c'est surtout l'environnement et puis la bande, quoi, qui te Ouais, c'est ça, donne c'était l'idée d'aller vivre un truc. plein de sources d'inspiration. Ouais, pendant que les autres allaient à l'école s'ennuyer. Notamment ton copain Willy, que tu connais depuis longtemps. Mon copain Willy, ouais, que je connais depuis 20 ans. Et tu te poses des questions sur lui, parce qu'en fait, vous êtes connus à l'école, c'est ça? On s'est pas connus, on s'est connus après en jouant au tennis. On jouait au tennis tous les deux. On est rentrés sur le marché du travail un peu en même temps, en se posant un peu les mêmes questions. On n'avait ni l'un ni l'autre envie de travailler. Enfin, envie de travailler, on n'avait ni l'un ni l'autre envie de ce qu'on nous proposait. Ah oui. Tu le dis très bien, tu dis nous trouvâmes rapidement une passion commune pour le manque d'ambition professionnelle et l'oisiveté. C'est ça. Nous avions enfin réussi à quitter les bancs de l'école, mais soudés dans l'aversion pour le turbin. Nous faisions de notre mieux pour contenir les pressions familiales et sociétales qui rejetaient inexorablement notre projet de vie poétique. C'est ça. Ouais. C'est très bien décrit. On avait la vingtaine et voilà. Lui, il avait fait un BTS technico-commercial. Son premier boulot, c'était vendeur de produits pour les termites en porte-à-porte. C'était... Moi, je travaillais dans les assurances comme informaticien. Bon, voilà, il fallait travailler, donc on faisait ça. Et vous êtes soutenus. Ouais, on s'est soutenus. Mais ouais. ça n'empêche qu'il t'inspire quelques réflexions. Tu te dis que c'est l'école quand même. Que si le système scolaire avait été différent. On s'est retrouvés tous les deux en fait à un moment où il faut choisir une voie et on n'avait pas envie de choisir parce qu'on ne savait pas en fait. À 15 ans, on ne sait pas quoi faire. Moi j'ai fait comme papa des études un peu scientifiques, mais ça ne m'intéressait pas. Lui il a fait un truc là où on voulait bien de lui, comme son père aussi d'ailleurs je crois. Puis voilà, puis après il faut trouver du travail, on se retrouve. Plutôt que de réfléchir à ce qu'on aime vraiment, on est un peu poussé par la société, et par cette espèce de pression sociale et puis scolaire aussi. On a des rendez-vous avec les conseillers d'orientation et tout ça, alors qu'en fait à cet âge-là, on ne peut pas savoir, quoi. Donc, moi j'ai trouvé ma voie, j'avais 35 ans, quoi. Ouais. Donc c'est compliqué. Alors que lui, non, il est toujours un peu galéré, quoi. Parce que tu dis. Bah ouais, lui il voudrait aller à la pêche, quoi. Il y a que ça qui l'intéresse, la pêche. Non, il voulait commenter les matchs de foot à la télé. Oui. Bon, il faut bien bosser, quoi. Bah oui, il faut bien bosser. C'est pas simple. Solide raidillon que le sentier qui monte à travers les pins vers le lac de Gaube. Loin devant, notre petit trio gambadait sans se retourner. Avec 10 ans d'avance, elles vivaient leur vie loin du nid. Fallait-il en être fier ou s'en inquiéter? Un océan nous séparait désormais, mais de temps à autre, des randonneurs en phase descendante nous donnaient des nouvelles. « Tout va bien, papa, je ne rentrerai pas ce mois-ci, mais ne t'inquiète pas, je suis toujours dans le droit chemin », semblait nous dire. Lors elles fusent devant les petites. Pourquoi les mamans sont-elles toujours plus inquiètes que les papas? Par nature? Parce que le fait de porter l'enfant rend biologiquement plus anxieux face aux dangers qui guettent? Par construction sociale qui fait reposer sur leurs frêles épaules le poids du Doliprane, du Tirtic et autres aspivenins que nous avions soigneusement laissés dans la voiture? Parce que nous sommes vraiment des cons à nous foutre de tout? Parce que nous considérons qu'il est préférable d'inculquer le plaisir avant la peur, même si le danger existe? Parce que des siècles de patriarcat ont relégué la notion de plaisir au deuxième rang dans la tête des mères? Privilégier le plaisir à la peur et laisser l'anxiété au rebut, était-ce cela qu'elles étaient en train d'apprendre en avalant du dénivelé sans se retourner? Ben oui, on est confronté aussi un peu à ça au quotidien. Les mamans anxieuses, Oli notamment, il souffre pas mal de ça. La maman anxieuse, donc là c'était l'occasion un peu de laisser les filles, allez, faites votre vie, on était en terrain facile, quoi. C'était une rando vraiment facile, pas de danger. Ben, allez-y, quoi, marchez devant et puis on vous rejoint, il n'y avait pas de consigne. Est-ce que tu crois que les mamans ne laissent pas les filles marcher devant? Chez nous, c'est pas trop. Un peu de mal, quoi. Là, il y a des tiques, il y a des serpents, il y a toujours un peu cette idée-là. Alors que nous, Ah oui? Ouais, donc on se bat un peu contre ça. Ben. Même si ça peut arriver de se faire mal. Mais et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est quand on lit les archives du CAF, que j'ai beaucoup lu pour le bouquin, c'est de retrouver un peu les mêmes choses, quoi. Les membres fondateurs du CAF qui avaient leur caravane scolaire, là, ils avaient du mal à faire partir les petits parce que les mamans étaient anxieuses et elles ne voulaient pas lâcher les petits comme ça en rando. Alors c'était des trucs un peu plus ambitieux quand ils partaient avec les profs, avec des membres du CAF, des inconnus des fois, donc c'était un peu différent.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette... 150 ans après, on voit que les mamans sont toujours plus anxieuses que les papas. Alors, pour nous, en tout cas, c'est pas le cas de tout le monde, évidemment, mais nous, c'était un peu l'occasion aussi de... De les laisser vivre. Ouais, là, allez-y, et si vous faites mal, c'est pas grave, on vous ramassera. Là, y a pas de... Même s'il y a des dangers, bon, ben voilà, on fait avec. 8 heures d'école dans la journée et encore des devoirs le soir à la maison. Je le revois, cet immonde exercice du bled sur le pluriel des mots composés. 18 heures en jeudi soir et les copains qui m'attendent, ballon sous le bras. Odette, 1907-1991, et Édouard Bled, 1899-1996, sont un couple d'instituteurs français ayant conçu un manuel d'exercices orthographiques et grammaticaux utilisé dans les écoles françaises et devenu si institutionnel qu'on emploie couramment par antonomase le nom Bled comme un nom commun, me dit Wikipédia. Je dis non. Odette et Édouard Bled sont des criminels, peut-être même par antonomase des Landru, certes, mais grâce à Odette et Édouard, tu maîtrises désormais le pluriel des noms composés, me répondront les tristes cires adeptes de l'apprentissage sous la contrainte. Dans ce cas, pourquoi dois-je demander vérification à Google à chaque fois que j'écris que les himalayistes s'infligent de nombreux allers et retours entre le camp de base et les camps d'altitude? J'en suis parfois rendu à bénir ceux qui ne font plus de retour. Moi, maître du monde, je prends comme première mesure la fin des devoirs. La France a perdu 2 places au classement PISA, la belle affaire. Quel est le maniaque qui a un jour décidé que les enfants ne grimperaient plus aux arbres les jours de semaine ? Papa, est-ce que je peux aller jouer dehors ? Non, mademoiselle. Avant d'aller attraper des grillons avec ta brindille, tu vas d'abord apprendre par cœur la définition du mot écosystème. Et toi, qui après ta longue journée de tension dans l'open space, pensais te poser sur ton canapé et laisser ton esprit divaguer à sa guise, tu vas bien trouver encore une petite demi-heure chiante pour faire écrire quelques mots de vocabulaire à ta progéniture qui n'en a pas envie. Et toi, en haut de ta tour de banlieue, le nettoyage des chiottes de l'open space ne t'a pas suffisamment humilié pour aujourd'hui. Viens donc t'en remettre une couche devant ton incapacité à expliquer à ton fils ce qu'est un subjonctif. Les devoirs, c'est encore des trucs qui ressortent, qui m'ont marqué quand j'étais petit. Le bled, vous avez connu le bled? Horrible le bled, non? Ça vous a pas marqué plus que ça? Je suis le seul. Ouais. Je l'invente pas, je suis sur les noms composés là, mais Ouais. 30 ans après, vous savez toujours pas écrire. Mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, mais j'ai passé des heures à faire ça, tu vois. Mais c'est vrai que Je trouve que vraiment, les enfants, on leur inflige une journée d'école très longue, et le soir, tu rentres, il faut encore se taper des devoirs. Et pour les parents, c'est pénible aussi, parce qu'il faut s'y coller, alors que t'as pas forcément envie. c'est le devoir des parents, en fait. Ouais, c'est ça, enfants, ouais. hein. Puis je suis pas sûr que ça apporte grand-chose, quoi. Qu'est-ce qu'il en pense, l'instit? Ouais, Non on peut en Moi, discuter. j'ai beaucoup de parents qui se plaignaient que je n'avais pas assez de devoirs. Ouais, Ah c'était Ah, la phrase, voilà. c'était la phrase d'après, je crois. Ouais. Ouais, c'est la phrase d'après. Parce qu'en Ouais. fait, justement, c'est ce que tu expliques, c'est qu'il y a différence, en Eh fait. ben oui, Explique-le. parce que les devoirs, ça fait une différence. Oui. C'est ce les gens pensent que ça peut faire une différence après dans le niveau, quoi. Si on aide les gamins à faire les devoirs, alors que bon, à mon avis, c'est complètement faux, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aider leurs enfants à la maison, celle qui a nettoyé les chiottes de l'open space, Eux, ils veulent pas qu'il y ait trop de devoirs. eux, non, ils n'aiment pas les devoirs, quoi. Non. Mais voilà, j'ai entendu plein de fois des gens dire je vais mettre ma fille dans le privé parce que la maîtresse donne pas assez de devoirs. Mais moi, ça me rend malade, quoi. Je pense pas qu'il y ait... Mais tu penses que déjà, toi, dans ce que tu expliques, c'est que pour toi, des fois, déjà, les devoirs, c'est une conscience de classe, quoi. Suivant qui en demande plus ou qui ne veut pas les Mais faire. je pense que le devoir, t'as pas besoin d'aider tes enfants à faire le devoir pour qu'ils soient au-dessus du lot, quoi. Ceux qui ont un capital culturel déjà élevé, il y a à la maison, il y a des livres, il y a des machins, il y a la façon de parler, la façon de s'exprimer, ça fait déjà une différence. Et les gens pensent qu'en aidant leurs gamins à faire leurs devoirs, ils vont faire, ça va leur permettre de... C'est peut-être un peu vrai, mais en tout cas en primaire, pour moi, ça marche pas comme ça, quoi. C'est vraiment, il y a une ambiance à la maison qui fait que ça tourne autour de l'école et qu'on dit les bons mots au bon moment. T'as révisé ça va, c'est bon. Et il y a des familles où on fait pas ça, et effectivement, on n'a pas du tout la même perception de l'école, et à mon avis, c'est plus ça qui fait la différence que faire un exercice de bled sur le pluriel des noms composés, quoi. C'est mon avis. Après, effectivement, Enfin, de toute façon, dans tout le bouquin, l'école en prend plein la gueule, chez toi. Ah ouais, non, mais quoi c'est qu'il clairement un arrive, règlement de compte. Ouais.
Non, avait-je hurlé, tels les pontes du club alpin français qui, en 1934, s'était insurgé contre un délirant projet de téléphérique en oisant sur les flancs de la Meije, dont les sinistres promoteurs envisageaient d'arraser la cime pour y installer une gare et un restaurant. Le plus sacré de la Meije est ce qui n'est pas négociable. Comprenne qui en sera digne, disait le cinglant éditorial de la revue Montagne. Non, répétais-je, vent debout contre mes compagnons de cordée qui fomentaient un projet de feu, là, dans le parc national des Pyrénées, sanctuaire des sanctuaires. On va quand même pas faire griller les chamallows sur le réchaud, nom de Dieu, bramait Willy, qui ne concevait pas un bivouac sans feu. Et l'autre grand sgeg qui était déjà parti ramasser du bois. Je devais les arrêter, ces deux terroristes. Je ne l'avais pas apprise à l'école, mais je la connaissais, moi, l'histoire des parcs nationaux. Les prémices esquissées dans les années 1850 par quelques artistes cherchant à préserver la forêt de Fontainebleau. 1872, la création du parc de Yellowstone dans le Wyoming. Les premières expérimentations dans les colonies en Algérie, à Kerguelen. Les premiers parcs européens en Suède, en Autriche ou en Suisse, 1930. La loi de protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, légendaire ou scientifique qui allait permettre de classer le projet du téléphérique de la Meije, puis les différentes initiatives menées par le Touring Club de France et le Club alpin français, aboutissant à la création du parc national de la Vanoise en 1963, sur le modèle du Grand Paradis qui avait permis la préservation du bouquetin en Italie. Et le décret 67-265 qui officialisa le 23 mars 1967 la naissance du parc national des Pyrénées que nous nous apprêtions à profaner alors que des gens étaient pratiquement morts pour ça. Je suis pas fier. C'est dingue, hein. Mais quelle culture en même temps, hein. Mais non, mais j'ai bossé là-dessus sur le bouquin du CAFRE, c'est ça. Eh ben voilà. Mais vous avez fait un feu? Ouais, je suis pas fier. Pour les chamallows? Le chamallow, bien sûr. Ouais. C'est dégueu d'ailleurs, c'est dégueu les chamallows. En plus, ouais. Tout ça pour ça, on est d'accord. Hein. Ouais. Mais non, mais ouais, mes collègues, ils avaient décidé qu'on ferait un feu, donc on a fait un feu. Et ce que j'explique après, c'est que moi, j'ai suivi le mouvement parce que, comme à l'école, comme à l'école, tout le temps le mouvement. Il y avait pas de... On t'enseigne un peu ça à l'école, quoi. Il y a un peu les rebelles qui se rebellent contre l'institution, qui sont pas d'accord. Et puis moi, je donne l'exemple de ma confirmation, parce que j'étais dans un collège religieux, mes parents m'avaient mis là-dedans, où j'ai beaucoup souffert, et comme vous l'avez compris. Et en quatrième, je crois, troisième, on demandait aux élèves s'ils voulaient faire la confirmation, quoi, après la communion. Et bien moi j'avais dit oui, alors que c'est pas du tout... je croyais en rien, quoi. Mais j'avais pas osé, quoi. Mouvement. J'avais suivi le mouvement, comme les autres. Peut-être pas pour les cadeaux? Non. Oh non, je crois pas qu'à l'époque... Il n'y avait pas de cadeau? Mais c'est vrai que ça m'avait marqué à l'époque. Il y avait un gâteau, peut-être? Ouais, il y avait sûrement un gâteau. Mais... En tout cas, je me souviens que j'avais pas du tout envie de le faire et que j'avais fait quand même, quoi. Voilà, encore une fois, ça fait remonter des trucs. Donc la rébellion, mais ça va pas loin. Ça n'a quoi. pas suffi. C'est vrai que le feu, c'était sympa quand même. Il y avait personne, en plus, on a gêné personne. On a fait ça dans un petit trou qui était déjà fait. Mais ce qui me fait rire, c'est quand même tout ce que ça alimente chez toi, cette petite balade. J'ai pas tout raconté, mais on s'est fait engueuler quand même. Non, mais puis, on va pas tout raconter, mais il y a des... Les ténèbres s'abattaient sur notre campement et avec eux leur cortège d'angoisse. En l'absence de réverbères, les petits êtres se rapprochaient des grands. Fini de rire, nous allions passer la nuit en montagne. Elles avaient de la gueule, notre soirée pyjama. Mes différents bivouacs m'ont surtout appris dès l'âge de 12 ans que coucher dehors n'était rien de moins au point de vue danger, mais que c'était beaucoup de joie, écrivait l'alpiniste Yannick Seigneur dans La conquête de l'impossible. À combien d'alpinistes il aurait suffi, étant enfant, de coucher une fois à la belle étoile pour le simple plaisir d'être dehors, peut-être aussi pour la sensation d'insécurité qu'engendre la nuit. Combien de garçons seraient encore en vie s'ils avaient eu cette chance de coucher en plein air, parce que l'expérience aurait amené la connaissance et la connaissance aurait créé l'habitude. Était-ce à la tragédie du Pillé du Fresnay que Yannick Seigneur faisait référence à l'été 1961 ? Bon, ça, on peut le relire, mais tout le monde connaît ici. Ouais. 4 alpinistes étaient morts sur le fameux pilier qui s'élève sur le versant sud du Mont Blanc. Pris dans une terrible tempête, la cordée franco-italienne avait perdu ses hommes un à un, épuisés par une lutte de plusieurs jours contre les éléments. Par une sordide inversion de l'ordre des choses, les plus jeunes étaient tombés les premiers. Antoine Veil, 22 ans, Robert Guillaume, 26, Pierre Coleman, 26, Andrea Oggioni, 30. Les 3 plus âgés avaient survécu, le guide Walter Bonatti, légende de l'alpinisme, son client Roberto Gallieni et Pierre Mazot, qui deviendrait plus tard président du Conseil constitutionnel. Les jeunes loups étaient-ils morts de ne pas avoir assez couché dehors ? Ça, c'est des questions que tu te poses, hein, dis donc. Nos 3 petites marcheuses allaient-elles survivre aux tempêtes de la vie grâce à cette nuit en altitude ?
Margot deviendrait-elle présidente du Conseil constitutionnel? Colline et Charlotte s'encorderaient-elles un jour pour gravir le pilier du Freinet? Par cette nuit de transmission, étions-nous en train de les sauver ou de les pousser vers les dangers de la haute montagne? J'aurais pu leur raconter ce soir-là cette triste histoire du pilier du Freinet, mais elles n'avaient pas l'âge de l'entendre. En revanche, je connaissais une bonne histoire d'ours. Par contre, des ours, il y en a dans les Pyrénées. Ah oui, il y a des ours, bah oui. Ouais. Ah, c'était un peu le... Et tu as raconté l'histoire d'ours de Yasushi Yamanoi? Ouais, Yasushi Yamanoi, c'est un alpiniste japonais qui a eu un piolet d'or il y a 2-3 ans, je crois, que j'ai rencontré à Briançon et qui m'a raconté que s'était fait attaquer par un ours au Japon, chez lui. Ah oui. Vous connaissez l'histoire, ouais. Et il a, je sais plus, il a eu 70 points de suture au bras, à la tête, enfin, il s'est fait mordre. Et il m'a raconté ça dans le hall d'un hôtel, et comme si c'était un bon moment en fait. Il m'a dit qu'avec le recul, il se souvient en fait, du moment où l'ours le mordait, il se sentait hyper connecté avec la nature, avec l'ours. Je m'étais dit... Il faut qu'il rencontre Nastasia Martin. Ouais, alors Ouais. j'ai failli en parler dans le livre aussi. Parce qu'elle, c'est pareil. Ouais, c'est un peu la même histoire. Ouais. Croire aux fauves, très beau livre. Et, voilà, Croire aux fauves. Des histoires d'ours, mais bon, juste avant d'aller dormir, c'était pas forcément génial. Quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que ce qu'il raconte Yannick Seigneur là, sur le bivouac, c'est vrai que c'est un peu la même idée qu'avait Topfer et puis pour les caravanes scolaires, quoi, c'est de passer une nuit en montagne, c'est quelque chose, quoi, ça forge un peu. Et moi, j'imagine souvent les alpinistes suspendus dans les faces nord, là, c'est... Un vrai bivouac. Ouais, un vrai bivouac, c'est quand même quelque chose, quoi. Enfin, j'imagine. C'est un truc qui m'a toujours un peu fasciné, impressionné. Et quand tu ressors de là, c'est autre chose que de dormir dans son lit. Quand on n'est pas habitué, ça fait... Pour nous, de dormir comme ça au bord d'un lac, c'était déjà pas habituel. Et je pense qu'on en gardera un souvenir sympa. Mais il y a des bivouacs, mythiques plein la littérature de montagne, quoi. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. D'ailleurs, on peut faire un petit... Si jamais vous avez des questions à poser, il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. Ou des remarques pour lui dire que vous n'êtes pas toujours d'accord avec lui. Vous avez le droit aussi. Hein. Et puis là, après, tu parles aussi des femmes en montagne. Après, c'est vrai que tu connais tellement de choses que... Ouais, comme nous on est partis avec des filles, c'est vrai que au bout d'un moment, je me posais la question en fait de s'il y en avait eu des garçons, parce que là on fait vraiment une randonnée bucolique, quoi. Puis je m'étais demandé s'il y en avait eu des garçons, si on aurait fait la même chose en fait, si on n'aurait pas poussé un peu, si on serait pas allé sur le glacier, mettre les crampons. Je sais pas, c'est des trucs qui me tracassent un peu dans le rapport qu'on a aux filles, d'avoir des garçons ou des filles. Je pense qu'on la société ne nous pousse pas forcément à les pousser vers les mêmes choses, vers les mêmes sports, vers les mêmes matières scolaires. Et on sait qu'on oriente plus les garçons vers les maths, les filles vers les matières littéraires, ce qui est complètement débile. Et là, c'est vrai que je me suis demandé si on avait eu des garçons, est-ce qu'on aurait fait la même randonnée, quoi. On aurait eu des garçons peut-être un peu plus... qui nous auraient demandé d'aller crapahuter plus, je sais pas, c'est vrai que c'est... Comme tu dis, c'est la société. Ouais, c'est ça, ouais. Après, puisque tu travailles pour Montagne Magazine, tu vois un peu qui c'est, Lionel Tassin. Ouais. Ces deux filles, ah oui, non mais... ne les ménagent pas. Ouais, non mais bien sûr, ça doit avoir des... Après, Et tout ouais. ça. Ouais, mais les gens qui font de la montagne, leurs enfants font de la montagne de la même façon. Mais c'est vrai que nous, on avait dans l'accordé, on avait Vincent là, qui est un vrai montagnard, quoi, donc qui a déjà fait des grandes parois, des choses comme ça. Il aurait pu nous amener vers quelque chose de plus avec des cordes, des trucs comme ça. Et je me suis posé la question, si on avait eu des garçons, est-ce qu'on n'aurait pas... je sais pas, peut-être pas, hein, mais c'est une réflexion. Et c'est vrai que l'école, clairement, pousse les filles pas vers les maths et les garçons vers les maths, vers les matières scientifiques. C'est pour ça qu'après on retrouve moins de... Ceci étant, les résultats sont à l'inverse, hein, parce qu'aujourd'hui, dans les écoles scientifiques, ce sont les femmes qui tiennent la majorité. Hein, oui, alors, très largement. Ça a changé Ces 10 dernières années. Ouais, c'est ça récemment, mais il y a quand même, je pense, un truc au fond de nous qui fait que, encore aujourd'hui, qui fait qu'on n'oriente pas les enfants de la même façon, je pense. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui. Mais... Et c'est pour ça qu'on retrouve moins de femmes dans la chronique alpine. C'est assez clair, quoi. Il y a beaucoup moins de... Même s'il y a quelques figures, mais moi qui travaille à Montagne Magazine, qui suis ça tous les jours, c'est la proportion de femmes dans les pages de Montagne Magazine est beaucoup moins grande que les hommes, quoi.
Mais c'est marrant d'ailleurs de constater aussi que les caravanes du CAF, il n'y a pas de filles au début. Quoi. Les caravanes sont créées en 1875. Les premières caravanes de filles, c'est 1906, je crois. Les caravanes scolaires? Ouais, les caravanes scolaires, ouais. Donc c'est pareil, quoi. Il y avait déjà à l'époque, j'en parle plus loin dans le livre aussi, mais le métier de gardien de refuge s'est féminisé. Il y a plus de la moitié des femmes maintenant, plus de la moitié des gardiens de refuge sont des femmes. Par contre, les guides, il y a 2% de femmes, je crois. Ouais, mais là, tu nous fais tout un état des lieux, justement, d'alpinisme féminin. Ouais, sans il y a porter beaucoup de réflexions là-dedans. Ouais, Faut pas croire, hein. Une petite balade à... c'est long, le rando, on a le temps de réfléchir. Puis toi, tu penses, puis tu te rappelles de tout ce que tu as lu en plus. C'est ça qui est assez hallucinant. Oui, puis je pense personnel aussi, parce que moi, c'est vrai que j'ai été orienté, j'ai choisi de faire comme mon père des sciences, alors que j'étais pas fait pour ça, et que ma sœur, je pense qu'elle a toujours entendu à la maison qu'elle était nulle en maths, quoi. Je pense aussi ce genre de trucs qui remontent, tu vois, qui me font penser ça. Quoi. On était là, peinards, assis dans l'herbe, petite pause bien méritée, soleil de juin dans le dos, on contemplait les cailloux. Tu te rends compte qu'ici, rien n'a bougé depuis des millénaires, c'est immuable. Je suis comme Chateaubriand, j'y vivrai bien toujours, sauf l'hiver. Nous étions tels le Glaude et le Bombay face à la Grande Ourse. Il n'aurait plus manqué que, remué par tant de poésie céleste, l'un d'entre nous se laisse aller à lever délicatement une fesse pour émettre un paix plus foudroyant qu'un uppercut qui monta jusqu'au contrut avant de s'achever par une phrase de morse en suave dégradé. C'eût été un bel hommage au génie de René Fallet. Il y a des guillemets là, c'est pas moi. Non mais c'est beau, justement, c'est René Fallet. Oui, c'est ça. Mais là, c'est une petite blague, un aparté. C'eût été un bel hommage au génie de René Fallet, là, au milieu des splendeurs pyrénéennes. Mais il nous fallait poursuivre, car il restait encore un bout de chemin à parcourir, et demain, il y avait école. Il y avait école, sauf à prendre au mot l'auteur d'une société sans école, édition du Seuil 1971, dans sa version originale d'Eschooling Society. Pamphlet de chevet de ceux qui, sacrilège d'anarchistes décérébrés, osent remettre en question l'institution sacrée. Une société sans école, le rêve des cancres. Ce pamphlet, c'est à Ivan Illich que l'on le doit. Un drôle de type né en Autriche en 1926, prêtre, philosophe, polyglotte, directeur d'université catholique à Porto Rico, fondateur du Centre international de documentation de Cuernavaca au Mexique, puis professeur d'histoire en Allemagne. Souvent considéré comme l'un des précurseurs de l'écologie politique, il a structuré sa pensée critique autour de la notion de contre-productivité des grandes institutions de la société industrielle. Pour lui, lorsqu'elles dépassent un certain seuil, les institutions comme la santé, les transports, les communications ou l'école ne sont plus des outils salvateurs, mais des nuisances. La saturation permanente du périphérique parisien et notre addiction au smartphone sont deux formidables illustrations de sa théorie visionnaire. Le résultat de la massification scolaire depuis les années 60 en est un autre. Donc ce Ivan Illich... Ah, il me plaît bien, Ivan Illich. Oui, j'ai l'impression. Hein. C'est un vieux livre, il date des années 70. Et je crois que c'est à peu près le seul livre un peu célèbre qui remet en question l'institution scolaire. Quoi. Et j'ai beau y chercher à droite à gauche, j'ai pas trouvé grand-chose sur ce sujet-là. Et alors c'est un livre assez célèbre, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais... non, j'avais jamais entendu parler. Ouais, jamais. Société sans école, ouais. Son idée, lui, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose à l'école, que l'école, ça fait surtout un tri social, quoi. Ça sert à trier les élèves. Il y a un truc vachement intéressant qu'il dit, c'est qu'il trouve ça dommage que toutes les ressources pédagogiques soient réservées aux enfants, en fait. Il dit que les enfants, ils ne sont pas à un âge où ils sont intéressés par ça, et on leur colle plein de trucs dans la tête, on essaie, ils n'y arrivent pas, ça ne les intéresse pas forcément. Et par contre, une fois qu'on est à l'âge adulte, qu'on est plus mature pour appréhender les savoirs, on n'a plus de ressources, on n'a plus le droit d'aller à l'école. Quoi. Alors on peut reprendre des études, vous allez me dire, mais c'est sûr, mais bon, personne ne fait ça, ou pratiquement personne ne fait ça. Et il y a plein d'adultes qui sont arrivés qui pourraient se mettre à lire des livres, à faire des études, et on n'a pas de ressources pour ces gens-là, quoi. Voilà, donc c'est un livre passionnant, quoi, qui remue pas mal de choses, quoi, qui questionne beaucoup. Alors c'est vraiment radical, hein, pour le coup. Mais moi je suis assez d'accord avec lui, quoi. Alors après il dit d'autres choses, après je sais plus loin ce qu'il dit exactement. Mais, faut lire le livre. Hein. Ouais, faut lire le livre. Mais attends, on va pas tout dire non plus. Hein. Mais en tout cas, si vous posez des questions là-dessus, je vous encourage à lire ce livre. Après, pour les gens qui se sont intéressés, c'est un livre mythique, qui sont déjà intéressés à la question, c'est un livre assez mythique.
Et pour moi, c'est vrai que c'est le seul vraiment qui est un peu remis en question tout ça, quoi. Donc en fait, mais en conclusion, tu dis qu'il faut emmener les enfants donc se balader, sécher l'école. De préférence, c'est mieux quand hein, Non, mais l'idée, c'est pas de dire que... non, mais faire Là, nous, c'était la montagne, parce que la montagne, moi, c'est mon truc, et que... vivre en nature et passer une nuit dehors, quoi. Ouais, mais ça peut être autre chose, quoi. C'est vraiment, pour moi, l'idée que les enfants, ils sont 8 heures par jour dans une salle de classe. On essaye de leur apprendre des trucs qui, à mon avis, ils sont pas assez mûrs pour encaisser tout ça. Je pense qu'ils retiennent pas grand-chose. Et à mon avis, on gagnerait vraiment à les laisser un peu plus libres, à les emmener en montagne ou ailleurs, je sais pas, faire du sport sans contrainte, faire des activités, les laisser plus libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Passer du temps entre eux, à discuter avec des adultes, voilà, comme on fait dans la vie de tous les jours, en dehors de l'école. Et il me semble, moi, que l'école, c'est... moi, j'ai vraiment le souvenir de... tout le temps que j'ai passé à l'école, j'en ai pas retenu grand-chose. Et j'en ai surtout un souvenir de longues heures d'ennui, et je vois bien comment font mes filles aujourd'hui, quand elles révisent pour leurs interros ou leurs trucs. Elles révisent pour avoir une bonne note à l'évaluation, quoi. Elles révisent pas parce qu'elles ont envie de... Voilà, soif de savoir. Ouais, c'est ça, la Révolution française, ou le fonctionnement du corps humain et le sens dans lequel va le sang pour aller au poumon. Et Colline, là, elle a eu une leçon l'autre jour sur les transports urbains. Il fallait qu'elle apprenne par cœur la définition de pôle d'échange. Et, papa, tu me fais réviser ta leçon, et un pôle d'échange, il fallait qu'elle apprenne ça par cœur, quoi. Je me dis, putain, mais va prendre le bus, quoi. Tu vas comprendre toute seule. Et voilà, je trouve ça... c'est vraiment du temps perdu, je trouve. Et alors après, à l'école, il se passe des choses. Hein, ça va bien, tes relations avec les parents profs? Ça se passe comment? Ça se passe très bien. Non, mais en plus, voilà, je vois évidemment Gaëlle qui rentre du collège le soir. C'est compliqué pour les profs aussi. Hein. Ça dépend lesquels, mais c'est pas un métier facile. Donc ton épouse, il faut le dire... Ouais, voilà, elle est prof d'anglais au collège. Et, bon, mais t'as quand même épousé une prof, quand même. Hein? On en discute beaucoup, et on est très ouverte, il y a pas de... Elle n'a pas fait la gueule parce que j'ai écrit ce livre-là, hein, c'est pas... Mais je sais pas, enfin, les profs qui sont face à une classe de 25-30 élèves qui sont pas intéressés par ce qu'ils racontent, c'est vachement dur, quoi. Il y a des jours où c'est déprimant. Il se passe des fois des trucs géniaux, hein, je ne remets pas en question que de temps en temps une connexion avec un élève, avec une classe. Et ma petite nièce là, qui a fait son institut lui a fait l'année dernière là, pour l'anniversaire de débarquement, ils ont fait une pièce de... Elle leur a demandé de fouiller dans leurs archives, et avec les grands-parents, ils ont retrouvé des courriers des grands-parents de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, sur le débarquement, et elle a monté une pièce de théâtre avec les élèves là-dessus. Et c'était génial, quoi. On a assisté après à la pièce de théâtre avec les grands-parents qui sont venus assister à tout ça, et c'était un moment génial, quoi. Mais bon, ça prend une force, une énergie, tous les profs font pas ça. Et je trouve que même s'il y a des moments un peu comme ça qui sont super pour les enfants, le gros du temps qu'on passe à l'école, pour moi, il est un peu perdu, quoi. J'aurais envie vraiment qu'on leur laisse plus de liberté à cet âge-là, où c'est vraiment un âge où c'est un peu la conclusion de ton livre, c'est que tu veux pas qu'on emmerde tes filles. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, quoi, en fait. Hein, les filles, foutez-leur la paix. Les filles et les autres, parce qu'évidemment, dans les classes sociales défavorisées, c'est encore plus dur que dans les classes favorisées. Donc, oui, puis toi, tu penses que l'école n'est pas facteur d'émancipation, quoi. D'émancipation, pas, ni de... Ouais, je cite le philosophe Jacques Rancière aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Maître ignorant, dans lequel il explique que le rôle du maître, en gros, c'est pas de dicter un savoir de façon docte, quoi. C'est vraiment mener les élèves sur le chemin de l'émancipation et de se placer au même niveau que l'élève. Et quelqu'un qui connaît rien sur un sujet, il peut apprendre quelque chose à quelqu'un, quoi. C'est ce qu'on a fait nous, là. Moi, je connais pas grand-chose de la montagne, enfin, je connais très bien l'histoire et tout ça, mais l'endroit où on a été, je connaissais pas. Et on est juste partis ensemble vivre un truc. Découvrant en même temps. Et voilà, et on leur a montré quelques trucs, évidemment, comment on fait un feu. Quand on n'a pas le droit. Voilà. Et donc, pour moi, c'est vachement plus enrichissant, ça, que d'être face à un maître tout puissant qui va nous expliquer à nous, pauvres ignorants, ce qu'il faut qu'on apprenne, et que si on ne l'apprend pas, on aura des mauvaises notes. Et on n'arrivera à rien dans la vie. Et on n'arrivera à rien dans la vie, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, un très bon bouquin pour les vacances, hein, pour tous les parents, les grands-parents. Après, c'est les profs. C'est ma vérité, hein, c'est pas la... Mais non, mais c'est sympa, parce que tu le dis toujours sur le ton de l'humour, et ce n'est pas du tout
Enfin, il n'y a pas d'injonction. C'est pas du tout un livre contre les profs, attention. Hein, Non, non. C'est Non, non. une institution scolaire. Et puis, t'as quand même, c'est toujours bien documenté aussi, quand tu avances quelque chose, une idée. Ah bah ça sur la montagne, oui, ça je suis sous l'histoire. Pas que sur la montagne. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup, à moins que vous ayez des questions. Moi, je vais juste te dire bravo pour le titre, qui est très Ah, accrocheur. alors c'est pas moi, le titre, c'est Gaël qui est là-bas. Ouais, comme quoi les profs. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Moi, je voulais l'appeler la caravane scolaire. Je voulais l'appeler la Pas caravane standing, scolaire, ouais, mais Charlie d'abord. m'a dit. Ouais, pas vendeur. Non, t'as raison. Ah, mais il y a eu gros brainstorming, hein, parce qu'on bivouac d'abord. Parce que la caravane scolaire, justement, déjà, on se dit, le côté, Ouais. ce côté scolaire, ça... Ouais, bravo. Et puis c'est bien parce que tu nous as fait découvrir les caravanes scolaires. Moi, je connaissais pas ce principe. Je connaissais les classes de neige, mais c'est Ouais, beaucoup mais c'est plus marrant d'ailleurs, intéressant. dans les archives du CAF, il y a plein de trucs, notamment sur cette idée de dégénérescence de la jeunesse qu'on entend souvent. Les jeunes aujourd'hui, ils sont débiles, Ouais. machin, les écrans. C'était déjà avant. Hein. Et ben, dans les archives du CAF, il y a déjà cette idée. Déjà il y a que, 100 ans, Les ouais. jeunes, il ne faut pas les laisser sans rien faire, sinon ils vont au café, sinon Ils vont boire. Ils sont là à traîner. Ouais, et donc il faut les emmener en montagne, il faut leur faire des trucs. Il y a vraiment cette idée qui est assez flagrant dans les. Finalement, rien n'a changé. Rien n'a changé. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, il faut continuer à aller en montagne. Ouais, en montagne, ou faire ce qu'on a envie de faire, Ouais. quoi. Que se laisser plus de temps. Là, en tout cas, pour les enfants, leur laisser plus de liberté, je pense que faire ce qu'ils ont envie de faire et d'aller où ils ont envie d'aller. Quoi. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, Merci avec Thomas, plaisir. merci d'être venu. Merci à toi.